Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine, un épisode un peu spécial d'Histoire de Daron puisque je reçois Marie. Alors, Marie n'est ni daron ni daronne, elle est la fille de son père qui est atteint de ce qu'on appelle le syndrome frontal et qui tout simplement l'empêche de venir témoigner lui-même. Vous comprendrez un peu plus pourquoi au cours de la discussion. Marie m'a envoyé un mail très très sympa et je lui ai proposé de venir pour la première fois témoigner en tant que fille pour venir raconter la relation avec son père dans un épisode d'Histoire de Daron. On est avec Marie. Salut Marie. Bonjour. Ça va Marie ? Ça va, impeccable. T'as quel âge Marie ? J'ai 24 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis en apprentissage pour devenir la meilleure libraire du monde. Oh ! Au moins. C'est bien parce que c'est un métier qui est compliqué, si j'ai bien compris. Ouais, c'est un peu galère pour trouver des emplois. Voilà, pas en librairie indépendante surtout, parce qu'après, en grande surface culturelle, comme on dit, c'est peut-être un peu plus facile. Plus facile, ouais. Ok. Mais ce n'est pas mon but. Ok, d'accord. Écoute, Marie, tu m'as envoyé aussi un message pour m'expliquer un petit peu ton histoire. Alors, est-ce que tu peux resituer rapidement ? Mais je pense que ça a été... En gros, tu t'es décidé après la diffusion du Boys Club à propos de... Sur sur le bonhomme, le film Bonhomme. Ouais. J'hésitais beaucoup déjà avant. Je m'étais dit, oui, non, mais justement, je suis une enfant, c'est compliqué. Et puis, est-ce que je suis légitime ? Forcément, question de la légitimité toujours. Je connais. Voilà. Et en écoutant vraiment les 5 premières minutes du Boys Club sur Bonhomme, je me suis dit, bon, au pire, j'envoie. Et au pire, ça marche pas. Au pire, c'est pas grave. Et bon, tu m'as répondu dans la foulée. J'ai été un peu, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? En gros, pour remettre un peu de contexte, ce Boys Club, c'est Nicolas Duvauchel qui vient raconter son rapport. Donc le Boys Club, d'une manière générale, c'est un podcast qu'on a lancé avec Mimi sur Mademoiselle où on parle de rapport à la masculinité. On fait venir des mecs qui parlent de leur rapport à leur genre, leur genre masculin. Et en fait, ce Boys Club en particulier a été fait en partenariat avec le film Bonhomme que Mimi a adoré. Et on l'a proposé donc à UGC de faire venir Nicolas Duvauchel dans le podcast pour venir parler de son rapport au genre et parler de ce film aussi qui a une histoire très particulière et qui a dû te toucher, j'imagine, plus directement. Du coup, je l'ai pas vu parce que je voulais pas me laisser influencer. Ok, d'accord. Voilà, donc j'ai écouté le podcast qui était très intéressant, très bien. Et j'ai pas voulu m'influencer, j'ai pas voulu critiquer ou quoi que ce soit ou justement orienter mon propos par rapport au film. Je suis venue parler de mon papa qui a depuis mai dernier donc. Mai dernier. Okay. Non, ça fait un an. Ok, mai 2017. Pardon. Mai 2017. Suite à un... Je vous contextualiserai peut-être le truc plus tard, mais qui maintenant est cérébro-lésé. Voilà. Syndrome frontal. Youpi. Alors, pour expliquer un peu ce qu'est le syndrome frontal, parce que je pense que c'est une maladie qui n'est pas forcément très très connue. En gros, tu prends un choc sur le front, sur la tête plus particulièrement, mais sur le front. Et qui fait qu'à un moment donné, ça déclenche un traumatisme au niveau du cerveau, c'est ça ? Alors, ça peut. Okay. Dans le cas de mon papa, c'est suite à un arrêt cardiaque. Le cerveau n'était plus irrigué pendant 30 minutes. Et forcément, quand le cerveau est plus irrigué, les tissus se nécrosent très très vite. Et du coup, toutes les lésions, toutes les connexions neuronales se sont détruites dans la partie frontale. Et dans le meilleur des cas, les lésions font des petites dérivations pour essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Et bon, dans le cas de mon papa, ça s'est pas fait. Voilà. Du coup, on découle le syndrome frontal qui est disparition de toutes les inhibitions. Et d'autres joyeusetés, type un humour très particulier. Déjà que de base, le papa, il déconne bien. Là, c'est particulier. Il y a ce côté aussi très mégalo qu'en ressort.
les présidentielles, c'était juste au moment où mon papa a essayé de rentrer à la maison. Et c'était lui qui avait mis Macron au pouvoir. Ouais, il devait tout. Et ma mère, il fallait qu'elle gère bien le petit-déj de la reine d'Angleterre et qu'on vire Ronald Reagan du jardin parce que c'était pas possible. Ok. Voilà. Donc en gros, plus rien à voir avec le père que tu as pu connaître pendant 23 ans. Voilà. Ou très peu à voir. On le reconnaissait par moments, mais bon. Je pense que je développerai ça plus tard. Ok. Tu m'as écrit ce mail, en fait, ton histoire de légitimité tenait surtout au fait que t'es une enfant. C'est ça. Et donc, t'es venu. Ton premier truc que tu m'as dit quand je t'ai eu au téléphone, c'est en fait, je sais pas ce que j'ai à raconter, et je t'ai dit moi-même, t'as raison en vrai, parce que c'est pas le concept. J'ai beaucoup d'enfants qui m'écrivent pour me dire mon père serait super, et donc je leur dis c'est très bien, effectivement à tous les coups il est super, mais j'aimerais bien qu'il fasse la démarche lui-même de m'écrire, et j'ai très rarement des nouvelles de leur père. Et donc, pour toi, je fais une exception, en fait, parce que je pense que ton père ne peut pas venir parler de sa paternité. Et je pense que pour cet épisode-là, ça peut être intéressant d'avoir ton point de vue à toi d'enfant sur, justement, la façon dont tu as grandi, toi, avec ton père, l'image que tu pouvais en avoir, et puis, suite à cet accident, aujourd'hui, le rapport que tu peux entretenir, alors que tu es encore une jeune femme, quoi. T'es en train de devenir adulte, en fait. Je suis en cours de téléchargement. Je suis en pleine mise à jour. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous raconter un petit peu les premiers souvenirs que tu as pu avoir avec ton père quand tu étais petite, en fait. C'était quoi la relation avec ton père ? Je pense que la relation que j'ai eue avec mon père, ça s'est construit plus en tant qu'adulte. Quand j'étais petite, mon père travaillait à l'export, en fait. Donc il partait très souvent en voyage. Et pendant une semaine, quelques jours. Et je me rappelle de ces moments-là où j'étais vraiment en communion avec ma mère. Parce que ma petite sœur est née quand j'avais 7 ans. Donc toute cette période-là, ça a été ma mère et moi. Quand mon père revenait, c'était à chaque fois le déballage des cadeaux. C'était un peu le Père Noël. C'était et ramener des sympa. cadeaux. Ouais. J'ai des colliers Maasai, des trucs d'Australie. Enfin, vraiment, c'était un peu Noël à chaque fois. En plus, il faisait des partenariats avec WWF, donc les peluches WWF, c'était génial. Je me rappelle un soir, j'ouvre la porte, j'entends toquer, j'ouvre la porte et je vois 2 petits bébés ratons laveurs en peluche sur le paillasson et papa derrière. Ouh, grosse fête. Après toute la période où de mon adolescence, c'était plus. Mon père était très exigeant avec moi. Ils m'ont jamais élevé. Mon père et ma mère dans la démarche très non, les filles font pas ça. On m'a plus dit l'inverse en fait, soit un homme, ma fille, clairement. Et puis même mes grands-pères étaient très l'honneur de la famille est en jeu, côté un peu chevaleresque. Mais à propos de quoi l'honneur de la famille était en jeu ? De tout. Oui, d'accord. Ça, ouais, il suffisait que je parte au karaté, au judo. C'était attention, défends-toi bien. L'honneur de la famille est en jeu. Pour le bac, l'honneur de la famille est en jeu. Grosse pression quand même. Ouais, grosse pression. Ouais. Moi, j'ai rien foutu à partir de la 6e. Donc, tu veux dire à l'école ? Ouais. Okay. Et comment ? Et donc, ça a été très dur parce que justement, mon père avait ce côté à vouloir le meilleur pour moi. C'était conflictuel entre vous alors ? C'était conflictuel. Ça a été avec moi, ça a été compliqué. Avec ma petite sœur, elle avait un autre caractère du coup, parce qu'elle a vu ce rapport très conflictuel. Je parle de ça, mais en même temps, mon père a ce côté très enfant, même depuis le début. Je me rappelle, un week-end, il m'avait traîné dans tous les magasins de jouets du coin, parce qu'il voulait un hélicoptère radiocommandé. Donc moi, j'ai vu tout le week-end défiler les jouets que je voulais, et machin. Parce que mon père voulait l'hélicoptère radiocommandé, avec lequel il a joué pendant, je sais pas, une semaine, et puis après, le truc a fini en haut de l'armoire, parce que... il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à le piloter. Ouais, il avait ce côté très grand gamin et tout d'un coup, l'exigence. Il voulait que je fasse une bi-licence, que... Voilà, un peu de pression quand même. Et c'est quand je me suis vraiment affirmée, quand j'ai emménagé seule, que
que je lui ai dit que j'arrêtais d'aller à ma 2e licence parce que ça ne me correspondait plus et que j'avais trouvé un poste, qu'il voyait que je bossais. Là, il s'est rendu compte que je faisais mes propres choix. Et là, on a commencé à avoir une relation vraiment sympa. T'avais quel âge ? J'avais 21 ans. Donc voilà. Une brève mais très cool relation. On se retrouvait le midi, viens, on va manger de la viande. Parce qu'avec mon salaire, c'était pas possible. C'était la grosse vanne. Viens, on va manger de la viande. Je vois le style. Ouais, c'était cool. C'était cool. Beaucoup d'humour, toujours. Non, c'était une relation qui s'est construite en tant qu'adulte. C'est très important pour moi. J'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup de jeunes femmes qui finissent par avoir une relation apaisée avec leur père arrivé à l'âge adulte. Ouais. Mon père voulait pas que je me perce les oreilles. Il voulait pas que je me mette en jupe, que machin. Moi, ça m'allait très bien. Bon, les oreilles, je me suis fait des piercings, je me suis fait des tatouages. Il a jamais su pour le tatouage, mais le piercing, j'ai dû développer une technique infaillible, celle de l'opossum, tomber sur le dos et faire... Comment ça ? C'est hyper radiophonique d'ailleurs, comme tactique. Pourquoi ? Plutôt que d'affronter le truc, je me suis décidé, fais la morte, littéralement. Je me suis crispée, je suis tombée en arrière, sur le canapé, je me suis pas fait mal. Et mon père s'est retrouvé un peu... Bon, d'accord, admettons. Et plutôt que de m'engueuler, il a haussé un sourcil, il s'est dit, bon, bah voilà, je suis foutu. Excellente stratégie de fuite. Ouais, c'est ça. Je conseille à tous. L'opossum, c'est extra. Donc, en fait, tu dis une courte, mais... comment t'as dit ? Une tardive, mais... une courte, mais sympathique. Ouais, c'était cool. Relation. C'était vraiment intéressant. Ton père a fait donc cet AVC, c'est ça ? C'est un arrêt cardio-respiratoire, okay, pour être très précis. Autant dire la crise cardiaque. Okay. En fait, il avait déjà fait un infarctus quelques années avant, dont il s'était remis. Voilà, donc il était encore suivi. Il avait eu un check-up complet quelques temps avant. Donc vraiment, le jour où c'est arrivé, il faisait des travaux devant chez moi avec mon oncle, qui est son meilleur ami d'enfance. Donc ils se connaissent depuis tout petit avec ma mère. Alors, attends, ton oncle, donc le frère de ta mère. Ouais. D'accord, ok. Et donc ils étaient en train de faire des travaux, ils rechargeaient le camion. Et le temps que mon oncle pose le sac, il se retourne, mon père était par terre. Donc au début, il a cru que c'était pour déconner, quoi, parce que... Il fait ce genre... Humour. Il peut faire ce genre de... Oui, il avait déjà fait des frayeurs pas possibles à coups de tronçonneuse et de faux sang. What ? Ouais. Ouais. Grand gamin, je vous disais. Et donc ouais, sur le coup, moi j'étais pas là, j'étais au boulot. Ma mère qui fait Bertrand, tu déconnes, voilà. Et en fait, non, il respirait plus. En plus, il s'était cogné la tête, donc il savait pas si c'était le choc à la tête ou quand s'était passé quoi, en gros. C'est mon oncle qui a fait le massage, qui a attendu les secours. Et donc, pendant 30 minutes, ça a été ça. Il a été emmené en réa. Il a fait du coma après. Après, ils lui ont posé des stents quand il a pu se réveiller, mais il recouvrait tout doucement ses capacités motrices. Je sais pas ce que c'est des stents, je suis désolé. Ah oui. Je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui vont pas savoir. Les stents, c'est des espèces de tout petits ressorts qu'on met dans les coronaires, en fait, pour empêcher ça de se nécroser et de couper la circulation du sang dans le cœur. Et ils lui ont posé un défibrillateur aussi. Alors ça, c'est presque comme le pacemaker, sauf que le défibrillateur, c'est un coup quand il y a arythmie, plutôt que en permanence le cœur. Voilà. C'est le petit point info. Ok, c'est... Et donc il a été emmené après le coma. Il s'est réveillé. On a vu que d'un point de vue moteur, ça récupérait plutôt vite, qu'on était content comme tout. On a fait le test de l'écriture,
il avait une écriture un peu tremblée, mais on s'inquiétait pas trop. Forcément, les médecins en réa, ils nous ont prévenu très tôt qu'il y avait certainement des séquelles. Nous, on était pas trop optimistes. Enfin, on essayait de pas être trop optimistes parce qu'on avait déjà connu des trucs un peu lourds avant. Donc on essayait d'être le plus terre à terre possible, de se dire ok, on a déjà de la chance, il est réveillé, il bouge. Donc on a écarté des grosses pathologies. Quand tu dis un peu lourd, c'est concernant ton père, c'est ça ? Ma mère aussi. Okay. Enfin, voilà. On a un peu cumulé. Donc c'était un peu pas la cerise sur le gâteau, mais c'était une bonne partie du glaçage, on va dire. Donc il récupérait d'un point de vue moteur, donc on a fait tous nos petits tests comme ça. Est-ce que tu arrives à écrire papa ? Est-ce que tu arrives à écrire voilà, lire l'heure ? Ça allait. Donc nous on était de plus en plus contents, on voyait les progrès. Mais à l'époque il n'avait pas encore de comportement. En fait, on mettait ça sur le compte de la sortie du coma. En fait, il avait été dans un coma provoqué. Donc avec des médicaments lourds, type curare, c'est ce qu'on met dans les fléchettes pour faire du safari ou je sais pas quoi. Donc nous, on se disait, bon, il a du mal à redescendre. Et puis, quand il était jeune, il avait tendance à se barrer de l'hôpital en arrachant ses perfs, à fuguer. Pas du tout le milieu hospitalier. Donc, on avait prévenu les infirmiers, les infirmières. Et on mettait ça encore sur le compte de la sortie du coma. Après la cardio, nous on voulait qu'il récupère le plus vite possible parce qu'en cardio il se débattait, il n'était pas stimulé, on voyait le temps passer et on savait que le délai était court en fait pour recouvrer d'un point de vue cérébral. Et donc on s'est un peu battu pour qu'il soit à côté, le plus près possible de nous. Et on a fait jouer un peu nos relations et on n'aurait jamais dû parce que le médecin chef a cru qu'on passait outre ce qu'il voulait, il avait refusé le cas de papa et nous on n'était pas au courant de ça, on avait juste eu une réponse positive du directeur et on disait ah bah super. Et en fait ma mère a passé 15 jours à s'occuper de papa dans cet hôpital c'était pas un hôpital, c'était une clinique de rééducation parce que le médecin voulait pas prendre la responsabilité du cas de papa. Voilà. Parce qu'en fait, il en a fait une affaire d'ego, c'est ça que... Ouais, d'ego. Donc, il y a eu beaucoup d'affaires d'ego en fait. On a eu pas mal de trucs un peu lourds à gérer avec les médecins. Ce médecin-là en particulier. Je ne dirai pas son nom parce que j'en suis pas là. Oui, et de toute façon, c'est pas mon rôle. Qui nous avait dit, mais qui l'a réanimé, personne n'en voudra. Oui, c'était. Tu me racontais au téléphone que c'était un peu la mise en. Ouais, c'était tout le temps. L'entrée en matière avec cette personne, c'est ça ? Ouais, puis même déjà les pompiers qui avaient pu dire à ma mère, pendant que mon oncle était en train de réanimer mon père, faites attention, gardez pas cette dernière image de lui. Enfin, on a eu beaucoup de choses à gérer en plus du cas de papa. Les gens maladroits, plus que malveillants. Du coup, ma mère a passé 15 jours au chevet de mon père, dans cet hôpital. Mon père qui voulait rentrer. Il a eu des grandes phases où il parlait qu'en anglais à ce moment-là. Mais on revenait de Londres, donc on a aussi mis ça sur le coup de... il est un peu embrouillé, voilà. Donc il voulait que j'aille faire un frishti chez Harrods. Tu t'occupes de tout. Il recevait la reine d'Angleterre encore. Ouais, il y a eu beaucoup de graines d'Angleterre. Je sais pas, ça devait être un fantasme de gosse. J'ai pas compris. Et toi, tu pour l'instant, en fait, t'es plutôt dans un truc de ok, il est toujours pas correctement phasé. On commençait à redouter un peu ce côté-là. On était encore encourageant. Oui, il parle anglais, mais il parle bien anglais. Et ensuite... Comment tu vis, toi, cette période-là en tant qu'enfant
je parle pas de ta mère là, parce que je pense que c'est encore autre chose pour elle. C'est un autre stade. Il la reconnaissait pas, nous il nous reconnaissait un peu. En tant qu'enfant, je vous dis, on avait, vous tous, je sais même pas vous voyez tout d'un coup. On avait vécu des trucs lourds et à ce moment-là, j'étais un peu. Alors forcément, il y avait des moments de haut, des bas, mais j'étais un peu déconnectée. J'essayais d'être le plus efficace possible. J'aidais ma mère. J'avais pris quelques jours au travail. J'étais auprès de ma mère. Il y avait mes oncles qui étaient là aussi. Il a fallu que j'aille chercher ma grand-mère qui est en Bretagne pour qu'elle soit auprès de son fils. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus efficace possible, de me déconnecter, d'être utile. Ouais. Et t'as pas forcément encore la conscience que... la conscience, elle vient progressivement. Ouais. J'essayais justement d'être le plus rationnel possible, de me dire il y a tel progrès. Et je commençais déjà à avoir la possibilité d'une évolution plus limitée, on va dire. Forcément, il y a quand même de l'espoir à ce moment-là. J'étais pas tout à fait défaitiste à me dire c'est foutu. Et en fait, c'est au moment où on a décidé d'enlever mon papa de la clinique. Donc, en fait, son accident a lieu quand ? Pour remettre ça a lieu le 25 mai. Ok. Et là, on est début juin. Okay. Donc forcément, avec les vacances qui arrivent, les vacances d'été. Donc pour trouver des places, très compliqué. Pour rencontrer des médecins, très compliqué. Voilà, le personne n'en voudra, qui arrive tout le temps, qui cogne derrière. Pourquoi c'est quoi leurs explications en fait quand ils... C'est que papa est très agité, que ils veulent pas avoir cette responsabilité-là. Et en fait, ce qu'on nous met à chaque fois en avant, c'est il prend une place. Il prend un lit. Bah oui, mais... Ok, mais... Oui, c'est un cas comme un autre, en fait. On a essayé de le récupérer à la maison, du coup. Ça a tenu 2 semaines, pendant laquelle ma mère a pratiquement pas dormi. Enfin, non, même pas 2 semaines, ça nous a paru des mois, en fait. Et ma mère a pratiquement pas dormi parce qu'il se réveillait la nuit. Il savait plus où il était, quand il était. Il nous reconnaissait plus. Et il avait du mal à prendre ses médicaments parce que nous... sa mère lui avait dit qu'il fallait pas les prendre. Donc nous, on se retrouvait dans un rôle de tortionnaire, en fait. Parce qu'on essayait de le stimuler, parce qu'on essayait de l'occuper, de nous aussi nous ménager un peu, parce qu'on se disait... ça y est, c'est une longue période qui est encore devant nous. C'est pas une course, c'est un marathon. Et ce qui a été un point décisif, en fait, c'est quand il a été violent. Et on connaissait pas papa violent comme ça. Et moi, donc j'avais essayé de reprendre le boulot à ce moment-là. Donc, j'étais dans mon appart et je savais que ma mère était... Elle était seule avec lui, c'est ça ? Seule avec ma petite sœur. Ok. Qui est en plein bac, là, encore. Donc, elle avait pas à vivre ça. Et j'avais peur pour eux et pour elle, pour mon père aussi, parce qu'il se faisait mal. Il essayait d'escalader le portail, la porte était ouverte, mais... Enfin non, du coup. On essayait de limiter ses allées et venues. Il voulait se barrer en permanence. Il voulait se barrer en permanence. Il devait prendre un avion, il devait prendre un train. Une fois, je l'ai retrouvé dans le jardin. Il était en train d'essayer d'amarrer le bateau dans le jardin. Il regardait au-dessus du portail de chez le voisin. Ah Marie, passe-moi les boots. Oui, d'accord. Alors papa, tu regardes sous tes pieds. C'est quoi ? Du gazon. C'est quand la dernière fois que tu as vu du gazon sur un bateau ? Ah bah oui, c'est vrai. Et c'était tout le temps, on essayait de lui faire engranger des connaissances. Et donc ça a été une longue période qui nous a vraiment paru des siècles. Comment va ta petite sœur ? Parce que t'en parles pas trop depuis tout à l'heure. Je veux pas dire des choses à sa place. Ok.
en Ça fait. me va, pas de problème. Je pense qu'elle se protège pas mal. Elle a pas mal de potes, elle sort beaucoup. Ma mère l'a laissé pas mal vivre. Et elle est très pudique par rapport à ça, donc je veux pas parler à sa alors place. vraiment, je comprends. Pas de souci. Mais ouais, bien sûr, ma petite sœur, j'y pense tout le temps. Je suis très protectrice avec elle. Très, très, beaucoup trop. D'ailleurs, j'essayais déjà. Vivre. Ouais, clairement. Mais moi, j'avais eu un rapport tellement conflictuel avec mon père quand j'étais petite que j'avais peur que ce soit pareil. Et du coup, je l'engueulais avant mon père. Donc vraiment, je suis très, très protectrice. Je vois le. Ok. Je Mais vois le c'était schéma. pour pas qu'elle se prenne dans la gueule ce que j'avais pu me prendre. Voilà. Ok. On va en finir comme ça avec Ça me va très bien. Pas de problème. Revenons à ton père. Ouais. Donc, il y a toujours pas de diagnostic en fait, c'est ça là. Quand tu dis qu'il est rentré chez toi, il a fini par devenir violent, c'est ça? C'est ça. Et donc là, il fallait trouver une solution. Je voyais ma mère qui était en train de complètement péter un câble. C'était dangereux pour elle aussi. Parce mon père, c'est un costaud quand même. Ma mère, elle est épaisse comme une brindille, donc il lui envoie une claque, elle va le dingue. Et le dernier accès de violence, j'étais là. J'ai appelé le SAMU. Il s'en était pris à ma petite sœur. Ma mère est devenue dingue. Et on a appelé les pompiers qui nous avaient dit reposez-vous, il rentrera pas chez vous. Sauf que les urgences, psy, nous l'ont renvoyé. Donc nous, on s'était dit on va pouvoir se reposer. Parce que vraiment, on n'en pouvait plus. Et c'était horrible en fait d'en arriver là. En pensant à mon père, en étant... en l'aimant très fort. Et on pensait forcément à ce que lui aurait refusé. Jamais il aurait voulu qu'on le vive comme ça. Donc quand les médecins nous l'ont renvoyé, en plus ils ont raccroché au nez de ma mère qui a essayé de les appeler et tout. Là encore on va inspirer un grand coup et essayer de prendre du recul, mais à ce moment-là on n'avait plus de patience quoi. Et on a pu le lendemain faire en sorte que papa soit intégré dans un hôpital psy, mais en prenant toutes les ruses du monde et c'était très dangereux pour lui, pour nous. Il y a un matin, il s'est retrouvé en slip avec la valise dans la rue et le chien à côté s'en laisse. Il voulait partir. Il voulait partir, c'est ça. Et nous, on pouvait pas l'en empêcher au bout d'un moment, quoi. Puis il était dans des délires, l'armée. Il voulait repartir à l'armée. Ouais, en plus il avait détesté l'armée. Le pire, c'était la pire période de sa vie. Mais ma mère s'est retrouvée pendant 2 heures un soir à chercher les boches. Ah non, mais c'était... En fait, on se dit que ça arrive que dans les films, ces trucs-là, mais alors nous, on a fait une belle filmo, là. Voilà. Et donc... il n'est toujours pas diagnostiqué le 31 août, c'est ça? Ouais. Le 31 août, on se retrouve à la Pitié-Salpêtrière avec en face de nous un médecin qui était génial pour le coup. Vraiment, merci à elle et à son équipe. Et il diagnostique une amnésie temporo-spatiale, donc il ne sait plus où il est quand il est, et vraiment le syndrome frontal, qu'on avait déjà plus ou moins cerné, mais là c'est vraiment confirmé. Et à ce moment-là, elle dit qu'il ne pourra plus jamais retourner à la maison, donc ça, on le sentait venir, mais c'est une nouvelle compliquée. Et puis en plus l'ambiance de la maison de l'hôpital psy, c'est particulier. Ma petite sœur n'y va presque jamais parce que à chaque fois on a à faire face à la pathologie de papa et aux pathologies d'autres personnes. Voilà, on n'est pas les seuls dans ces cas-là. Et si je viens aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse en parler plus. Et que, quelque part, dire aux gens aux personnes qui subissent, qui connaissent, ce genre de pathologie dans leur entourage, qu'il faut en parler. Bah, tu dis ce qu'ils subissent, et tu te corriges en disant qu'ils connaissent, mais on sent bien à un moment donné que c'est
Je sais que c'est compliqué C'est à une dire. injustice, en fait. Clairement, c'est une injustice. C'est dur pour vous aussi, Ouais. en tant qu'entourage, à vivre, quoi. Bah, il y a des personnes de mon entourage qui ont pu perdre un parent. C'est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que j'ai perdu mon papa, mais que je peux encore lui dire clairement que je l'aime. Voilà. Tu veux dire que, en gros, le père que tu as pu connaître jusqu'à tes 23 ans, il n'existe plus aujourd'hui, Ouais. quoi. Ouais, il se reconnaîtrait pas. Il y a une astuce qu'on a pu développer cet été et qui vraiment nous a fait un bien fou, je pense à tous, même à mon père. Même si, il s'en rappelle plus 2 secondes après, mais le fait qu'il ait recouvré toutes ses capacités motrices, on s'est mis à jouer avec lui. Et on ne le met plus en situation d'échec, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on lui parle, on lui demande de connecter des trucs et il sent bien que dans sa tête, il n'arrive plus à organiser ses pensées. Et c'est dur pour lui, nous on le voit. Tu veux dire il est conscient de ça ? Il est... Je pense pas qu'il le... Alors c'est compliqué à expliquer du coup, mais je pense qu'il se rend compte quelque part, peut-être pas tout le temps, surtout quand on est là en fait, parce que nous on lui demande, on le stimule. Là où il est actuellement, il n'est pas stimulé, il n'a pas d'activité, il y a la télé, il y a les siestes, il s'endort dans des lits qui sont pas les siens, enfin c'est... Voilà. En plus les gens le changent de chambre, donc parce que forcément il prend un lit, parce qu'il n'a pas sa place encore. Comment ça ? Il n'a pas de pathologie psy, en fait lui c'est acquis, c'est neurologique. Donc en hôpital psychiatrique, il a encore une fois pas sa place. Mais donc... c'est sans fin. Si sa place n'est pas... Non mais... Si sa place n'est pas dans un hôpital psy, et elle est où ? C'est la question qu'on s'est beaucoup posée. Et aujourd'hui en France, les places pour des gens comme papa, ou d'autres pathologies mais neurologiques, c'est en maison d'accueil spécialisée. Il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas de place parce que les gens restent là jusqu'à la fin de leur vie. Et on veut bien défendre le dossier de papa, mais de là à souhaiter que les gens finissent leur vie pour qu'il y aille, c'est un autre débat. Maintenant, la solution, c'est la Belgique. Parce que là-bas, en fait, il y a des structures, c'est ça ? Il y a des structures. Et ils prennent beaucoup plus facilement des Français, parce que la sécurité sociale française les rembourse plus que pour les Belges. Donc ça, c'est un autre problème aussi, l'accueil des populations belges. Ok. Nos amis les Belges. Mais alors, comment ça se fait qu'ils sont en avance par rapport à nous sur ce sujet-là ? Ça s'explique Tu le sais ou pas ? Non, je sais pas. Okay. Pour le coup, pendant longtemps, en fait, on a refusé l'hypothèse de la Belgique, la solution belge, parce que c'était envoyé loin de nous. Déjà que c'était compliqué d'aller le voir moralement, parce qu'il y a des semaines où on peut pas, quoi. Puis parce qu'on doit continuer notre vie, parce que ma mère, elle connaît mon père depuis qu'elle est toute petite. Ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'était la meilleure amie de la grande sœur de mon papa, et mon papa, c'était le meilleur ami de son petit frère. Ils se connaissent depuis les couches culottes. Et aujourd'hui, mon père la reconnaît plus trop. Ça arrive encore qu'il la reconnaisse pas. Pour elle. Par contre, mon oncle, il le reconnaît à coup sûr. Celui qui a fait son massage cardiaque, qui lui a sauvé la vie. Déjà que de base, il avait une admiration dingue pour lui. Mon oncle, il le reconnaît à coup sûr. Et je pense que pour mon oncle, ça a dû être très compliqué à gérer, parce que c'est lui qui l'a sauvé. Mais avec tout ce qu'on a pu nous opposer, comme qui est-ce qui l'a ranimé ? Cette phrase qui était balancée comme ça, l'air de rien. Forcément, mon oncle, il l'a pris en pleine poire et il a connu mon père toute sa vie et il s'en veut. Aujourd'hui, il s'en veut ? J'espère qu'il s'en veut plus, parce qu'on a fait tout notre possible, on lui a dit un nombre de fois, peut-être pas... Peut-être qu'il faudrait qu'on continue encore. Hein. Je pense qu'on va continuer encore. De pas s'en vouloir qu'il a sauvé mon papa. Mais ça doit être tout un truc, quoi. Il vous en a parlé un peu ? Lui aussi, il est très pudique. Oui, c'est un bonhomme. C'est un grand bonhomme. En plus, c'est le patriarche. Ouais. C'est... y a pas de problème. On gère.
machin. Faut lui faire écouter le Boys Club. Oh là là. Oh là Oh là. là là. Mais C'est notre génération de mecs, je pense. Hein. ouais, en plus, mon père et lui pouvaient refaire le film des Tontons Flingueurs à eux deux. On pouvait couper le son, ils faisaient toutes les répliques. C'était fou. C'était génial ces moments-là. À la Lino Ventura, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. les grands bonhommes. Ça va faire 1 an et demi alors aujourd'hui, Ouais. c'est ça? Ouais. Comment tu vis la chose, toi, avec le recul, là? Ça a été... Il y a eu des moments très compliqués. Il y a eu... Je suis très très proche de ma mère. Ma petite sœur aussi, forcément. Mais avec ma mère, on a beaucoup parlé. De plein de sujets. Très tôt, je lui ai dit que si un jour elle avait besoin de trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre que mon père, parce que mon père, ça a toujours été l'amour de sa vie, clairement. Ouais, Il n'y a jamais eu de doute, quoi. Je lui ai dit que elle était en droit et elle était même en devoir d'être heureuse de toute façon. Parce que mon père aurait jamais voulu que ça lui fasse du mal. C'est cool de ta part de lui avoir dit ça. Bah oui. De lui enlever cette culpabilité-là. Ouais, ça a été dur à entendre pour elle, hein, clairement, parce que pour elle, c'était même pas question. Même aujourd'hui, je pense que il y a, même par rapport à ses parents, à la mère de mon père, c'est dur pour elle de se le permettre. Mais elle sait que ma petite sœur et moi, que même mon oncle, pour le coup, mes oncles, on peut lui en parler. Et elle sait qu'on la soutiendra quoi qu'il se passe. Et qu'en aucun cas, je souhaite qu'elle vive seule ça, quoi. Et je sais très bien que si jamais elle rencontrait quelqu'un d'autre, pour le reste de sa vie ou pour un bout de chemin, ça ne remplacerait en aucun cas mon père, parce que c'est pas la question. Voilà. En tant qu'enfant, qu'est-ce que ça t'a appris? Même si je pense que c'est pas terminé, mais... Non, bah c'est mine de rien, c'est encore récent, non, parce que du coup on a évolué, on a fait notre bout de chemin. Aujourd'hui, je veux vivre à Lille. Je fais encore le chemin très régulièrement entre Paris et Lille, mais j'ai eu un rendez-vous hier avec un établissement en Belgique. Donc c'est moi qui ai assumé ce rendez-vous. Donc je vais être là pour aider ma mère parce qu'elle fait beaucoup de démarches. Il y a énormément de démarches administratives. Les aides qui se débloquent petit à petit, qu'il faut relancer, c'est vraiment il y a déjà la peine que ça nous coûte, que ça nous prend. Il y a aussi un énorme temps à consacrer à tout ce qui est administratif et qui est d'une lourdeur dingue. Et c'est sans fin. T'es dans l'utilité, quoi, encore. Ouais, toujours. Important. Bah, il faut. Pour toi. C'est comme les requins. Quand on s'arrête de bouger, on meurt. Quoi? Ouais, c'est pas ça, là? Je sais pas. Il y a un truc, si les requins ils s'arrêtent de bouger, ils meurent. Ouais, c'est ça. Je savais pas. C'est peut-être un... Ah non, mais je te crois si vous avez des requinologues dans la salle, s'il vous plaît. Ok. Émotionnellement parlant, comment ça se passe pour toi? Je veux pas dire que ça va tout le temps très bien, que machin. Non, il y a eu des périodes très dures. Ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure avec le fait que je m'entendais très bien avec ma mère, il y a eu un moment où ça a pété. Parce que à force de parler, à force de ressasser, que les gens nous demandent tout le temps comment ça va, qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'on peut aider. Les gens sont hyper bienveillants avec nous, mais ça pèse aussi beaucoup en fait. Quand on arrive en soirée et que le premier truc qu'on nous demande c'est comment va le père, c'est...
Et nous, on est là. Ouais, c'est ça. C'est Et puis il faut qu'on avance, Voilà, donc j'ai pu discuter de ça avec ma mère. Ça a été un peu dur parce qu'elle a cru que je m'en prenais à elle de ressasser, ce qui n'était pas du tout la question. Oui, parce qu'en fait, Je lui ai dit qu'il fallait arrêter de ressasser. C'est ça. Et elle le prenait un peu pour elle en disant... Ouais, c'est ça. J'ai le droit de ressasser, non ou pas? D'accord. Oui, bah, elle a le droit de ressasser, mais ça ne lui fait pas du bien. Voilà. C'est ce que j'ai voulu lui dire. Vous êtes allé voir un psy ou une psy Moi, j'en ai ressenti le besoin à des moments et j'ai pas fait la démarche finalement. Parce que j'arrive facilement à parler. Voilà. C'est aussi pour ça que je me suis dit, le podcast, allez, hop. J'ai très mal dit le mot podcast. Podcast. Ouais, podcast. Je me suis sentie vieillir. Vraiment, j'ai pris un coup de vieux. Ou alors d'être vraiment un enfant, parce que qui m'a plus petite, elle a du mal à le dire et aussi. Et les bibliothèques. Voilà. On a fait le bingo des mots tordus. Donc oui, tu disais, c'est pour ça que tu viens parler aussi ici. Ouais. J'ai pu en parler. J'ai pu en discuter avec ma grand-mère aussi, pour qui c'est extrêmement dur, parce qu'elle est loin de nous, elle veut pas se sentir un poids, elle veut pas se rapprocher de nous. Géographiquement. J'ai compris. Ouais. Et forcément, il y a des moments où, comme des crises de panique en fait, où on se prend le truc dans la poire. J'ai eu un grand-père top du côté de mon père, qui est parti d'un cancer du poumon il y a 6-7 ans maintenant. Mais pour moi, c'est comme si c'était hier. Et je m'étais toujours rassurée en disant que si un jour j'ai des enfants, ils connaîtront un grand-père top. Bah non, du coup. Ils auront d'autres trucs. Ils auront un grand-oncle peut-être, qui est génial. C'est un peu comme perdre un parent. Et on change les rôles en fait. C'est moi qui m'occupe de mon père maintenant. Ça arrive, ma mère aussi s'occupe de mon père. Mais en tant qu'enfant, c'est... mais comme pour tous les gens qui ont des parents vieillissants, hein, c'est juste que moi, ça m'arrive un peu tôt. C'est ça, comme à d'autres. Mais voilà. C'est un peu l'idée, quoi. C'est que ton père est encore jeune. Il a quel âge? Il a 54 ans. Voilà, c'est très jeune encore. C'est un peu tôt pour s'occuper de son père, quoi. Ouais. Et surtout avec la force qu'il a aujourd'hui encore, quand il y a des infirmiers alentour, ça va, parce qu'il ressent une autorité. Si on se retrouve seul avec lui, très vite, ça peut déraper en fait, parce que l'affect est pas le même. Tu veux dire qu'il peut redevenir, il peut toujours être violent envers toi, très, c'est ça ? Très désagréable, on va dire. Et forcément, nous, on a le côté chat échaudé. Et on veut pas revivre ça. Parce que c'est violent pour mon père. Parce que c'est violent pour nous aussi. Et on essaye d'être le plus respectueux de la personne que mon père était. Voilà. Et quand on joue à la pétanque aujourd'hui, quand on se met à faire du baby-foot, je retrouve mon père en fait. C'est ce que tu disais, jouer avec lui, c'est ça? C'est ça, plus le mettre en situation d'échec, faire des activités avec lui. Et hier encore, il m'a éclaté la gueule au baby-foot. Éclaté la gueule. À la pétanque, il triche. Et voilà, tout va bien. Dans ces moments-là, franchement, c'est la famille qui revient, quoi. Et aujourd'hui, à la maison, chez ma mère en tout cas, enfin chez mes parents, je sais plus trop comment dire maintenant. C'est un peu l'auberge des bras cassés. Tout le monde, toujours quelqu'un qui vient, toujours quelque chose à faire, à fêter. C'est un peu épuisant, mais ça crée une belle dynamique. On a appris à s'entourer de gens sympas, bienveillants, et que je remercie beaucoup.
Est-ce que tu disais que tu voulais vivre à Lille? Tu fais aussi une partie de tes études à Lille, c'est ça? C'est ça, mon IUT est à côté de Lille et mon stage est à Paris. Mon apprentissage est à Paris. Est-ce que l'un de tes objectifs d'aller à Lille aussi, c'était de pouvoir te rapprocher de la Belgique, justement? Tu l'as fait dans à ce moment-là, en fait, à ce moment-là, on n'avait pas encore émis cette hypothèse. Enfin, on n'avait pas sérieusement envisagé la Belgique, mais dans un coin de ma tête, voilà, être efficace, je l'avais prévu. Ça devient d'où cet aspect, tu penses, dans ta personnalité ça vient qui de mon ressort père. beaucoup, là. Clairement, ça vient de mon père. Mon papa a fait en sorte que je sois le plus indépendante possible. Pour l'honneur de la famille, c'est ça? Ouais, et aussi c'était de la protection pour moi, en fait. Il me disait, viens, on se retrouve à tel endroit. Ok, comment j'y vais? Je sais pas, tu te démerdes. Ok. Et voilà, je peux me retrouver n'importe où dans le monde. J'ai un super sens d'orientation. Bon, ça m'a pas empêché de me paumer pour venir ici, mais c'est un autre débat. Au moins, t'es capable de te retrouver. C'est ça. Tu vois, t'as fini par arriver. Ouais, c'est ça. Après m'être trompé d'immeuble et avoir galéré avec le digicode où il y avait juste un bouton. C'est pas grave. L'important, c'est d'arriver. Voilà. T'as la sensation que ça, c'est l'héritage de ton père, en fait. Ouais. Il a fait en sorte qu'on soit le plus pratique. On a fait aussi beaucoup de bateaux quand j'étais petite. Donc toujours une main pour soi, une main pour le bateau, quoi. Enfin, il m'a très tôt appris des gestes de sauvegarde. Il a fait... c'est pas au point de la nana dans Orange is the New Black qui se fait un bunker secret dans la prison. Quand même pas, mais je me suis pas mal retrouvée dans ce personnage. Mais je remercie beaucoup mon père de m'avoir fait ce caractère un peu la tête froide. Il faut être pratique, il faut avancer. Et c'était le premier à paniquer. Ma mère, elle s'était pété la cheville une fois. Il a peur du sang. Je l'ai envoyé appeler les pompiers là où il y avait du réseau. Et je me suis tapé les allers-retours pour les... Voilà. C'est pour ça qu'il t'a appris ça. C'est fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. C'est ça. Pour pouvoir avoir un bon backup. Voilà, exactement. Tu sais, il y a une question que j'ai posée à l'occasion de la fête des pères à des filles. J'ai envie de te la poser, je ne sais pas si ça recoupe un peu ce que tu viens de dire, mais en gros, c'est qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la jeune femme que tu es aujourd'hui? Wow. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Ou fait. C'est toi qui as dit pas fait. Non, mais justement, il a fait tellement de trucs que je me demande qu'est-ce qu'il a pu pas faire. Ok. Il a été très protecteur avec nous. Et en même temps, quand lui, ça allait pas, il fallait que ça aille pour personne. Moi, je pense que c'est l'inverse, du coup. Quand moi, ça va pas, il faut que tout le monde aille bien autour. C'est peut-être plus ça. Mais je lui dois beaucoup, clairement. À ma mère aussi, c'est sûr. Ouais, je pense que c'est ce côté très tête froide que je lui dois beaucoup. Voilà. Et puis, l'humour. Tu disais tout à l'heure qu'il avait un humour bizarre depuis... Ouais. Il était très, très pudique. Et alors là, c'est en gros, très noir. L'un des symptômes de cette maladie, c'est que ça t'enlève les inhibitions, c'est ça? Ça t'enlève les inhibitions. Donc nous, on a eu papa sous camisole chimique quand même à un moment, à un long moment, pour que ça se stabilise, voilà. Oui, le côté inhibition, ouais, il s'en fout, quoi. Maintenant, il essayait d'enlever sa couche à l'hôpital devant moi, alors que il pouvait me montrer son cul, puisqu'il avait un humour de merde déjà de base, mais jamais le devant. Attention. La pudeur avant tout. L'humour très noir, l'humour très pipi caca. Il joue encore un peu sur les mots,
mais c'est un peu plus laborieux quand même qu'avant. Oui, voilà, les syndromes frontales, c'est humour très noir, côté un peu mégalo et En tout cas, c'est sa version à lui, c'est ça. Enfin, c'est sa version entre guillemets. C'est ce que j'ai pu lire sur Internet en fait. Il a l'air vraiment d'avoir renseigné sur Internet. Plein de cas différents. Il y a quoi. Énormément de cas différents. C'est pour ça. Enfin, je viens ici, je parle du cas de mon papa, mais je pense qu'en aucun cas ça n'englobe la totalité des cérébraux lésés aujourd'hui. C'est Dans un cas. Le film Bonhomme, en l'occurrence, il a un âge mental de 7-8 ans et il a une libido exacerbée. Alors ça, je peux pas savoir et aussi je veux pas savoir parce que c'est le cas. Enfin, c'est ça. Le domaine du privé. Oui. Et comme il était très pudique, que ma mère, ça la concerne aussi un peu. Voilà. Non, aujourd'hui, l'autre fois, il avait un collier dauphin. Un truc de tirette, quoi. Enfin, jamais il a eu ça. Enfin, en tout cas, jamais depuis que je suis née. Et on lui regarde, on fait, mais c'est quoi, c'est un cadeau de ta copine? Oh bah ouais. Ma mère qui est descendue d'un étage. En fait, non, c'est le petit Alzheimer du même bloc que lui qui lui a filé, quoi. Mais ouais, il fait plus gaffe, quoi. Oui, l'objectif, c'est de faire les démarches maintenant pour l'amener en Belgique, ouais. C'est ça. Ce qui va être très compliqué, c'est que la personne que j'ai pu voir hier a l'air plutôt partante. Après, il y a un nombre de places quand même limité. On va pas trop en espérer du premier coup, au moins. Il faut que papa manifeste son envie, en fait, d'être dans cet établissement-là. Sauf qu'aujourd'hui, mon père, le premier truc qu'il dit, c'est non. Et ça le fait chier, et il s'en fout. Ça va être très compliqué de le faire partie prenante de ce processus. Aussi, il y a énormément de démarches encore. Il y a les assistantes sociales qu'on a vu défiler en nombre. On espère que celle qu'on a actuellement, on va l'avoir un bon moment, mais encore une fois, on ne peut pas être sûr. Voilà, c'est encore des démarches... C'est plutôt ma mère qui s'occupe de tout ça pour le coup. Moi, s'il y a besoin, si elle peut pas se libérer par rapport à son boulot, c'est là où j'interviens, comme hier, où elle travaillait. Parce que la personne avait déjà décommandé la première fois, sans nous prévenir. et donc là, ce coup-ci, c'était moi qui étais là pour aider. Ouais, maintenant les démarches, ça va encore être une affaire avec ma mère, l'assistante. Mais il y a énormément de paperasse. Et puis il y a la maison du handicap, il y a la CPAM, je sais même plus à quoi ça correspond tellement il y a de comment ça s'appelle, d'anagrammes. Non, c'est pas des anagrammes, non. D'acronymes. Super, ça pose. Les podcasts, les acronymes. Pardon. Merci beaucoup, Marie. Mais je t'en prie. Merci d'être venue raconter ton histoire, dans l'histoire de Daron. Ouais, j'espère que les personnes qui vivent des trucs pas drôles se sentent un peu moins tout seuls. Parce qu'on se sent franchement seul. Un grand merci à toi. Ben, merci à toi. Bon courage pour tout le reste, pour toute la suite. Ouais. Objectif Belgique. On va aller manger des moules frites avec le père. À bientôt. Salut. Et voilà, j'espère que l'épisode vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas, si vous écoutez en podcast, vous pouvez venir me laisser un petit commentaire sur YouTube. Ça me fait toujours très très plaisir. Je vous mets l'adresse de la chaîne dans les notes. Alors n'oubliez pas, ce podcast est désormais propulsé par Rocky, R-O-C-K-I-E. Rocky, c'est mon nouveau projet de magazine pour accompagner les femmes, mais aussi les hommes qui le souhaitent, dans leur vie d'adulte. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à notre newsletter sur rockymag.com, ROCKIEMAG.com, pour ne manquer aucun nouvel épisode. Si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout vous pouvez m'écrire sur histoirededaron@gmail.com, histoire avec un S, daron avec un S. Je ferai en sorte de vous répondre au plus vite et surtout de ne pas manquer la sortie du magazine.
Si vous aimez Histoire de Daron, vous pouvez vous abonner au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast sur iPhone ou Podcast Addict sur Android. Mais vous pouvez aussi retrouver Histoire de Daron sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud et même sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de ce podcast. Si le concept vous plaît, surtout parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis. Le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce programme. Enfin, je vous rappelle qu'un nouvel épisode d'Histoire de Daron sort chaque premier et troisième lundi de chaque mois. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle vie.